Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors peut-être que je vais être, j'espère ne pas être redondant, j'arrive en dernier, donc j'arrive quand un peu la messe est dite, donc voilà, je pense que je vais dire des choses qui ont peut-être déjà été dites, je m'en excuse par avance. Donc, la question donc de la ville et de la nature et des dynamiques d'adaptation, c'est le titre que j'ai proposé. Il faut savoir que déjà en France, l'histoire de la conception paysagère des espaces urbains finalement est assez ancienne et démarre vraiment au XVIIe siècle, quand les villes, notamment, doivent sortir de leurs remparts. Donc c'est une vraie question et qui est très bien racontée d'ailleurs dans l'excellent livre que je vous conseille, La ville végétale de Charles-François Matisse. Mais effectivement, on a tendance à voir comme vrai grand point de départ le Paris haussmannien, avec notamment Adolphe Alphand, qui était ingénieur à la tête du service des promenades et des plantations. Je vous ai mis une image du parc Monceau, et qui voyait donc la transformation de Paris comme dans une logique de réseau d'espaces verdoyants. Eugène Belgrand, bien sûr, aussi ingénieur hydrologue, qui était la deuxième tête pensante de ce Paris qu'on a appelé le Paris haussmannien, ont constitué ensemble cette trame et écrivait d'ailleurs en 1846, à propos du contexte parisien, « Tout le monde sait que la question du reboisement est aujourd'hui, plus que tout autre, à l'ordre du jour ». Et vous voyez que finalement, ces problématiques ont déjà au moins, en tout cas, 2 siècles. Donc voilà, on s'inscrit aussi dans cette histoire-là, c'est intéressant. On parle aujourd'hui, on est aussi dans la grande histoire de l'hygiénisme finalement qui est liée à la végétation des villes. Elle aussi, elle est ancienne et d'ailleurs, elle a été assez plurielle. Par exemple, la question de l'arbre en ville, il faut savoir que le courant hygiéniste finalement l'a vu de différentes manières. Par exemple, je vous donne un exemple, l'ombre que procurent les arbres est vue aujourd'hui, bien sûr, comme quelque chose de salvateur, de nécessaire, notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Il faut savoir qu'il y avait des arrêtés au XVIIIe siècle qui dénonçaient, en fait, et des docteurs aussi qui dénonçaient l'ombre des arbres comme étant source d'humidité et donc de maladies et des plaintes aussi des habitants. Donc voilà, il faut savoir aussi dans quelle histoire on s'inscrit. Et maintenant, on parle plus de biodiversité en ville. On ne parle plus trop d'espaces verts, mais on va plutôt les caractériser. Prairies de fauche, ripisylves, forêts urbaines. Le changement de vocabulaire montre aussi un changement de regard et aussi de pratique. On va les répertorier, les cartographier, et on va étudier aussi les interactions entre les espèces. Donc on passe finalement plus d'une nature de la contemplation à une nature fonctionnelle et évolutive. On va même aussi introduire des espèces, des fois devenues rares ou disparues dans l'espace urbain. Et là, je vous ai mis des images du parc urbain des papillons, que vous connaissez peut-être à Marseille, donc, qui a été créé en grande partie par Magali Deschamps-Cotin, qui est écologue, sur un parc d'1,5 hectare au nord de Marseille. Et en fait, il avait été démontré que suivant un gradient d'urbanisation allant vers le centre de Marseille, il y avait une disparition de la richesse de papillons, et il y avait une friche urbaine, et donc il a été planté des plantes hôtes et nectarifères, et donc actuellement, au dernier recensement, il y avait 53 espèces donc, de papillons sur place. Donc voilà, aussi la ville biodiversitaire, c'est ça, c'est la ville aussi qui réintroduit non pas que, bien sûr, de la végétation à des fins contemplatives, mais à des fins fonctionnelles, et de réintroduction aussi d'espèces en ville. Et puis plus proche de nous, dans la métropole, et je vois qu'il y a Madame la maire de Prades-de-Lez, donc une espèce qui est vraiment la star de la biodiversité de la métropole, c'est le chabot du Lez. Donc chabot, il y en a d'autres, des espèces de chabots, mais le chabot du Lez, il existe qu'ici, donc sur la métropole de Montpellier, à peu près vers Prades-le-Lez d'ailleurs, finalement 500 mètres, un petit kilomètre à peine. Et ce chabot, il est intéressant parce que finalement, il doit sa survie quasiment qu'au débit réservé qu'on lui laisse. Donc je vous ai mis un schéma du fonctionnement du Lez. Finalement, on pompe, nous, l'eau du Lez dans le karst de la source du Lez. Et donc, on coupe finalement le débit du Lez et on lui laisse un débit réservé
quand la vasque donc, du Lez est à l'étiage et donc ne déborde plus. Donc quand elle déborde plus, il y a un débit réservé qui a été, je crois, sauf erreur, porté à 240 litres seconde il y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était 160 et 180. Et ce Chabot, le pauvre, si à un moment on coupe... D'ailleurs, j'y étais il n'y a pas longtemps, à un moment, ça s'est arrêté pendant un quart d'heure. Et on était à un étiage, quoi. Et on se disait, mais alors, on espère qu'ils vont rouvrir l'eau, parce que sinon, le Chabot, finalement, disparaît. Donc voilà, c'est ça aussi la nature en ville. C'est une nature qui est très liée à une activité anthropique. Et donc, à Montpellier aussi, on passe peu à peu d'une logique d'espace de réseau vert à vraiment une logique de tram. Et cette logique de tram, elle est vue à l'échelle territoriale, notamment sur les plans de SRADET, de schémas régionaux de cohérence écologique, dont je vous ai mis un extrait. Et vous voyez aussi finalement la définition de cette carte qui est au 25 millième, donc avec toutes les approximations que ça peut générer, et notamment, par exemple, on le voit avec des infrastructures d'ampleur, notamment au nord de Montpellier, comme on peut le voir avec le lien, d'ailleurs, très récemment. Sur une deuxième image que vous voyez au centre, produite par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, désolé, on peut voir des dispositifs aussi qui visent à rétablir ces continuités écologiques, la suppression des seuils, la plantation de haies, on en a parlé, la valorisation aussi des forêts périurbaines. Et la troisième, c'est une carte des continuités écologiques de Grenoble-Alpes Métropole. Et il est intéressant aussi de noter qu'à ce degré-là de précision, la carte donc, est encore au 25 millième, et il est bien noté aussi, ça c'est intéressant, qu'il ne faut pas zoomer. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas essayer d'en prendre un extrait pour le rendre opérationnel. Non, en fait, c'est des grands schémas directeurs, et il est nécessaire, quand on va finalement sur un usage opérationnel, d'engager d'autres réflexions, et notamment c'est le cas à Montpellier, je vois Stéphane Jouot qui s'en occupe, c'est le cas, et on doit passer à un autre niveau de réflexion et aussi un autre niveau de planification. Montpellier, donc voilà, je vous ai mis le schéma des réseaux verts, et on voit effectivement que la trame verte et bleue urbaine nécessite un degré aussi de précision qui est largement différent. Degré de précision, mais aussi diversification des trames écologiques. Donc on parlait des trames écologiques, je pense que vous en êtes tous sachants. Là, il y a des trames, par exemple, qui sont très importantes en ville, qui le sont peut-être moins sur les territoires. Je prends l'exemple, par exemple, de la trame brune, qui est la continuité écologique des sols. Je vous ai mis un exemple à Caen. Bon, j'aurais pu en mettre à Montpellier parce qu'effectivement, on désimperméabilise les cours d'école. On a 3 qui sont désimperméabilisés. D'ailleurs, c'est intéressant, la logique de désimperméabilisation, parce que finalement, la biodiversité qui en ressort n'est pas souvent le but, mais une externalité positive des politiques publiques de la gestion des eaux pluviales. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, dans les politiques publiques, fait sens et peut-être aussi peut être mis quelque part, peut être aussi réinterrogé. Donc la trame brune, c'est la gestion effectivement des sols, qui favorise aussi l'infiltration directe, on en a parlé aussi, mais bien sûr la macrofaune des sols. Et là, je vous renvoie aux travaux de Marc-André Sellos, qui en est un des grands spécialistes français, mais on sait que des sols fonctionnels, c'est aussi la clé d'une ville biodiversitaire. Le problème, c'est que ce sol, on ne voit pas, en fait, ce sol, et il s'en passe tellement, des bactéries, les échanges mycorhiziens qui ont été énormément documentés il n'y a pas encore très peu, et qui sont encore documentés. Il y a beaucoup de connaissances qui sont apportées là-dessus. Et puis, il y a la question des infrastructures écologiques. Là, j'ai mis un exemple qui fait souvent rire. C'est la question de l'écuroduc. C'est quand même une infrastructure écologique où on tend un câble ou un fil ou une corde à travers une route entre 2 arbres. Et en fait, les écureuils ne s'y sont pas trompés. En fait, on a mis des pièges photographiques et ils prennent vraiment ces écuroducs. Et donc, voilà, la nature aussi, si on lui laisse la possibilité de se déplacer en ville et hors de la ville, cette possibilité, bien sûr, elle l'apprend. Je vous ai mis aussi une passe à anguille. On en a quelques-unes à Montpellier, notamment sur le Lez. Et donc voilà le Lez. Donc
Ce Lez qui est notre grande continuité écologique de notre métropole, qui allie à la fois la trame verte et la trame bleue, mais ce Lez qui est finalement extrêmement fragmenté, mais pas depuis peu. Là, j'ai mis l'exemple de l'hôtel de région, du Lez au niveau de l'hôtel de région. Alors là, c'est vraiment l'exemple caractéristique, voilà, le Lez qui devient finalement quelque chose pourrait devenir même voilà, un plan d'eau sans réalité biologique. Mais il y a aussi, depuis le Moyen-Âge, il faut savoir, des seuils qui sont réalisés depuis le Moyen-Âge pour les moulins. Tous les 500 mètres environ, toutes les concessions des moulins qui nécessitaient des seuils et qui ont transformé le Lez petit à petit en un fleuve qui a toujours eu aussi, qui a toujours été plutôt modifié même avant. Même d'ailleurs, j'ai participé. On m'a invité à des fouilles archéologiques il y a peu préventives et on voit effectivement qu'au néolithique et autres, il y a déjà aussi des usages d'éventuelles transformations. Mais au Moyen-Âge, tous les 500 mètres, on a transformé le Lez en un escalier, en fait, quelque part. Tous les 500 mètres, et bon, avec l'exemple caractéristique aussi, là, de l'hôtel de région. Là, oui, je vous avais mis une photo du Lez à Montferrier. Donc, on voit la ripisylve, on voit un cours d'eau avec voilà, un débit biologique, etc. Et on voit toute la différence, effectivement, et peut-être de la nécessité de réparer aussi cette fragmentation en travaillant sur une nouvelle continuité écologique. Et donc, la question de l'ingénierie écologique, parce que c'est le mot, hein, renvoie quelque part... des fois aussi à quasiment des questions d'éthique. Est-ce que la renaturation n'emploie pas trop d'ingénierie ? Là, c'est les travaux de restauration d'une zone humide alluviale à la Mosson, que vous connaissez peut-être, à La Vérune, qui est un pilote sur le territoire national, mais qui a engendré aussi énormément de travaux pour restaurer cette plaine alluviale en créant un bras mort. C'était sur le site d'une ancienne pépinière, donc qui avait créé des talus, etc., et qui avait totalement artificialisé le site. J'en viens à l'architecture. On peut se demander, et d'ailleurs on se le demande de plus en plus, est-ce que l'architecture peut devenir en quelque sorte, pour reprendre un terme qui a une autre, bien sûr, échelle géographique, un hotspot de biodiversité à l'échelle de la ville ? Est-ce que finalement l'architecture pourrait être ces sortes de foyers qui seraient reliés à des corridors pour avoir une richesse finalement faunistique, une richesse végétale aussi. Bon, c'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Il y a un exemple, je vous ai mis donc deux exemples assez édifiants. Il y a l'immeuble qui pousse de l'architecte Édouard François à Montpellier, l'immeuble qui pousse pas dans la réalité, puisque finalement il n'y a jamais rien qui a poussé sur cet immeuble. Ça renvoie à la difficulté aussi de travailler sur la technique de végétaliser les immeubles. Un exemple qui marche un petit peu mieux, c'est celui donc des architectes Chartier d'Alix à Boulogne-Billancourt, l'école de la biodiversité, donc une école et un gymnase. Et donc là, ils ont réalisé une prairie sur les toits. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prairie, elle a été fabriquée à partir de graines d'une prairie qui était assez proche. Et là, petit à petit, ça commence à venir, des espèces aussi, des passereaux, puis des graminées et autres. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent, mais il y a un problème aussi avec le pH du béton. Et donc, quand même, on a un vrai problème de végétalisation des façades qui était prévu tout autrement. Donc, tout ça pour dire aussi que quand on travaille sur la végétalisation de l'architecture et qu'on essaye de travailler sur la proximité de l'architecture et de la végétation et de manière plus générale de la biodiversité, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je vous ai mis le totem mondial de la végétation, donc de l'immeuble végétalisé, qui a été d'ailleurs pris comme référence pour l'immeuble qui va être réalisé à Montpellier, donc Évanescence. Donc là, c'est Bosco Vertical, avec d'ailleurs la même paysagiste qui va travailler sur Évanescence. Mais quand même, il faut s'arrêter un petit peu là-dessus. Évanescence, Bosco Vertical, c'est effectivement l'immeuble porte-étendard parce qu'on dit il fonctionne. Alors effectivement, il fonctionne, mais il fonctionne comment ? C'est ça qu'il faut se demander. On a de la végétation qu'on peut avoir ici dans nos garrigues. Il y a par exemple des chênes verts qui poussent sur ces façades. Mais quelle ingénierie il faut déployer ? Quel trésor d'ingénierie ?
C'est-à-dire que est-ce que c'est ça la biodiversité en ville? Et c'est ça il faut se poser cette question-là. Et je vous montre 2 exemples. Les habitants n'ont pas le droit de tailler eux-mêmes la végétation qu'il y a sur leur balcon. Je vous l'ai mis, c'est l'image à droite, on les voit mal, mais c'est des jardiniers qui descendent en cordée pour tailler la végétation et s'occuper de la végétation. C'est un immeuble aussi qui coûte extrêmement cher, 2 500 000 € à l'année d'entretien. Bon, pas que pour la végétation, mais quand même. Les charges, voilà, 2 500 000 € de charges à l'année. D'où mon arbre rempli de billets. Et alors, paradoxe des paradoxes, on dit effectivement qu'il utilise des eaux grises ou des eaux usées. Mais alors ça, c'est le paradoxe contemporain urbain, c'est-à-dire que ces eaux, ce ne sont pas les eaux de lavabo ou autre, c'est les eaux des climatisations, des condensats de climatisation. Donc ça veut dire que cette végétation, pour exister, un peu comme le chabot finalement, qui doit des fois sa survie, dans une autre mesure bien sûr, Madame le maire, qui doit sa survie au débit réservé, cette végétation doit sa survie à la climatisation du bâtiment. Et je vous rappelle que pour bien climatiser un bâtiment, et d'ailleurs les bâtiments maintenant, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, et donc il vaut mieux pas accéder à cette végétation. Donc on revient dans une végétation contemplative. Vous voyez, on revient finalement à Belgrand, à Alphand, au Paris Haussmann, contemplative, mais alors là, une végétation contemplative, mais quelque part qui crée un malaise finalement, le malaise urbain. Et donc, je vous renvoie à l'immeuble qui va être créé, Evanescence, et vous comprendrez ma position sur ce type d'immeuble. D'autre part, là, on est à 12 000 € le mètre carré. Quand on veut acheter un logement dans cet immeuble-là, c'est 12 000 € le mètre carré. Bon, même moi aussi, j'y suis allé de ma petite image. Je me suis dit, mais alors, quand il y a les autres intervenants, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis cette image? Est-ce que j'aurais pas pu être finalement un petit peu plus malin? Ben non, en fait, non, j'ai mis aussi, donc voilà, les Chengdu. 826 logements, je donne quand même le chiffre, c'est 826 logements, et a priori, il restait une vingtaine de familles. Donc c'est quand même, voilà, il faudrait effectivement regarder un petit peu plus loin là-dedans et comprendre un petit peu plus les rouages, mais il y a quand même un vrai problème effectivement de végétalisation. Bien sûr, par rapport au risque de la cohabitation de la nature et de la ville, alors là c'est pas la nature, mais effectivement l'eau stagnante sur les toits, comme il a été dit tout à l'heure, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, il y a des plans locaux d'urbanisme, donc des règlements qui l'interdisent maintenant. Et je crois d'ailleurs qu'à Prades-le-Lez, il y a une logique là-dessus pour interdire, ou en tout cas demander aux architectes et aux porteurs de projets d'éviter donc les plantes, les toitures plates, et bien sûr aussi sous les plots des terrasses, en fait tous ces foyers qui peuvent notamment accueillir des moustiques. Alors, je voulais aussi vous mettre par rapport à ce lien, parce que vous l'avez compris, j'essaye de voir un petit peu quel lien on tisse avec la nature, et aussi un petit peu de se porter en faux de quelques idées reçues. Là, c'est une image de Yellowstone. Alors, ce qui est intéressant, donc on a vu la nature, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand on enlève l'homme de l'équation de la nature, en fait, ça crée aussi des désordres. Yellowstone, on a créé un parc national, le premier parc national américain, donc mondial, Yellowstone, et on a enlevé les populations amérindiennes. Et donc, on s'est dit, on enlève l'homme de l'équation. Et qu'est-ce que ça fait quand on enlève l'homme de l'équation? Finalement, ça veut dire qu'il y a une prolifération de bisons. On les voit, par exemple, là, sur les routes autour du parc, prolifération de bisons qu'il a fallu réguler. Et donc, pour la seule année 2016, on a dû réguler 900 bisons, alors que finalement, c'était en interaction avec des populations qui s'en servaient pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Et quand on enlève l'homme de l'équation, ça crée aussi des désordres. Tout ça pour dire que la biodiversité, mais ça je pense qu'on l'a tous compris, n'est pas le seul fait finalement de la végétation, de la faune, mais effectivement dans cette faune, l'humain en fait partie. Et c'est qu'en prenant conscience que nous faisons partie de cette grande biodiversité et qu'il ne faut pas s'en extraire. Quand on voit la partition d'espèces sauvages, par exemple dans le monde, d'espèces domestiques, ça interroge et il ne faut bien sûr pas s'en extraire. Et je finirai
Et là, je suis pas trop mal. Je finirai donc pour mettre bien sûr en résonance tout ce qu'on est en train de se dire avec les enjeux climatiques, parce que finalement, si on se base sur les scénarios les plus pessimistes du GIEC, et d'ailleurs qui ont été amendés récemment, et notamment d'ailleurs sur le contexte européen et sur le contexte français, malheureusement, on va sur des scénarios probables de plus 3,8 degrés qui sont quand même, je vous rappelle qu'on a dit si on passe la barre des 2 degrés, ce sera quand même très alarmant. Là, on sait que malheureusement, on va les dépasser. Qu'en dessous du cercle arctique, vu que ce n'est pas uniforme, on arrive à du plus 6 degrés, plus 6, plus 7 degrés, et que finalement, ce qui nous sépare du Pléistocène, c'est ça, c'est 6, 7 degrés. Donc c'est alarmant, et que finalement, même si il y a des risques, même s'il y a des risques de cohabitation liés à des, notamment, comme c'est le cas, en tout cas dans ce colloque, à des maladies vectorielles, il faut, et là je reprends effectivement les termes, il faut planter, il faut agir, il faut favoriser la biodiversité dans les systèmes urbains. J'ai mis une carte, d'ailleurs il y avait aussi un graphique qui montrait autrement l'étalement urbain de Montpellier. Là vous voyez les tâches, la tâche urbaine de Montpellier, et on peut se demander à juste titre si la campagne de Montpellier, ce n'est pas finalement le Larzac, l'Aubrac. Et donc c'est ça aussi qu'il faut se demander, c'est la question de l'urbanisation et de la territorialisation finalement de la nature. Est-ce qu'il ne faut pas se demander s'il ne faut pas concevoir les territoires qui nous paraissent éloignés comme nos proches campagnes? Et là, je vous renvoie aussi aux travaux d'Olmsted, donc paysagiste qui a créé le Central Park, mais aussi qui pensait à New York et qui pensait les systèmes de parcs. Le système de parc territorial américain, est-ce que ce modèle qui est très peu utilisé, nous en tout cas ici en France, ne devrait pas commencer à être mis en relation avec les politiques publiques pour concevoir des politiques paysagères à une échelle territoriale? C'est déjà le cas à une échelle métropolitaine, mais peut-être qu'il faut le dépasser. Et donc, tout ça pour dire aussi que quand il faut dépasser l'échelle territoriale, il faut aussi dépasser, bien sûr, les clivages professionnels et notamment la mise en silo en fait, de nos professions. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité en tant qu'architecte, urbaniste, d'échanger avec vous. Et on voit que le monde de la recherche, le monde des écologues, des hydrologues, des climatologues, des architectes, des urbanistes, mais en fait, c'est tous ensemble qu'on pourra ensemble travailler sur la génération d'un territoire qui soit plus favorable à la biodiversité. Je vous remercie.